Salut, c'est Isabelle Rougol, bienvenue sur Borderline, la VF. Alors je crois qu'il faut que je me présente d'abord. Je suis journaliste indépendante, basée à Londres, formée aux États-Unis, passée par l'Australie, le Cambodge. Voilà, donc une vie passée à enjamber les frontières, avec une carrière surtout anglophone. Et Borderline, c'est mon podcast en anglais pour les citoyens du monde. Defiant Global Citizen, j'appelle ça, les citoyens du monde rebelles, réfractaires. Voilà, envie un peu de faire un pied de nez à cette tendance un peu globale à se renfermer, à pointer du doigt ce globalisme, entre guillemets, qu'on ne comprend pas. Donc c'est un podcast pour les gens qui enjambent les frontières, qui ne s'arrêtent pas à un pays pour faire leur vie. Et puis tous ceux aussi qui sont juste curieux. Et donc on parle de géopolitique, d'immigration, de tas de sujets qui peuvent intéresser les citoyens du monde. Et comme un bon quart de mes auditeurs sont français, j'ai eu envie de faire une version pour eux, pour vous, pour moi aussi, parce que ça fait du bien un peu de parler français. Et de faire en fait un pont entre les mondes, c'est vraiment ça que j'aime dans le journalisme. Bill Keller, qui était le rédac-chef du New York Times, lui-même correspondant à l'étranger de carrière, disait c'est un journalisme d'explication. Voilà, on prend son pied en expliquant les choses. C'est pas un journalisme de scoop comme le journalisme politique. C'est vraiment un journalisme de traduction presque. Créer ce lien, rendre des choses qui peuvent paraître un peu exotiques, finalement assez universelles, en allant vraiment vers l'humain. Voilà, des grands mots. Pour quelque chose qui devrait être assez fun quand même. Alors Borderline, la VF, l'idée c'est de vous donner non seulement parfois des traductions ou des interprétations des reportages et des entretiens que je mène en anglais pour la version anglophone, mais aussi d'inclure des sujets qui n'ont rien à voir, notamment parler de l'actualité américaine, anglaise, peut-être australienne, pour un public francophone. Voilà, pour des sujets qui n'auraient pas forcément un sens pour un public anglophone et vice-versa. Et c'est le cas aujourd'hui, parce que j'ai vraiment envie de vous parler aujourd'hui de Ruth Bader Ginsburg. Je crois que pour comprendre l'émotion qu'a suscité aujourd'hui ou hier soir, le 18 septembre, le décès de Ruth Bader Ginsburg, donc juge à la Cour suprême américaine, pour comprendre cette émotion que cette mort suscite chez les Américains, et notamment dans la gauche américaine, il faut commencer par une image. Cette image, c'est un mime sur Internet, une de ces images qui circulent beaucoup sur les réseaux sociaux. C'est un dessin de cette femme, cette très petite femme, derrière ses grosses lunettes, avec sa robe noire de magistrate et son col en dentelle. Et puis, sur la tête, un peu de travers, une couronne en or, super bling. Et cette image, c'est celle de The Notorious R.B.G. Donc R.B.G, c'est RBG, ce sont ses initiales. Et c'est une référence à Notorious B.I.G., le célèbre rappeur. Et c'est un surnom qui a été donné à Ruth Bader Ginsburg il y a une quinzaine d'années maintenant, à la base par une étudiante en droit qui avait découvert ça, et puis ça a cartonné. Elle en a même fait une biographie, et c'est devenu le titre de la biographie de Ruth Bader Ginsburg et l'image de la couverture, et puis ça a juste cartonné sur Internet, ça a circulé absolument partout, et c'est devenu un mime absolu, avec beaucoup de gifs aussi, de Ruth Bader Ginsburg. Et elle en a beaucoup joué, elle aussi, avec beaucoup d'humour, et elle est vraiment devenue une icône dans la culture pop américaine. Elle a eu un documentaire sur sa vie qui a cartonné, où on la voit presque octogénaire, en train de faire son sport à la salle de gym avec son entraîneur, avec son coach, qui en a lui aussi évidemment sorti un bouquin sur les pratiques sportives de Ruth Bader Ginsburg. Donc vraiment un petit bout de femme impressionnant. Moi j'en ai un magnète sur mon frigo, un dessin comme ça, une caricature de Ruth Bader Ginsburg. C'est un truc que j'avais acheté avec une amie américaine au moment de la marche des femmes qui a suivi l'inauguration de Donald Trump en 2017.
Je ne sais pas si vous imaginez, vous, avoir une caricature d'un membre du Conseil constitutionnel sur votre frigo. Enfin, c'est un truc qu'on n'imagine pas du tout. Alors c'est vrai que les juges de la Cour suprême sont un petit peu plus connus, les Américains, que chez nous, le Conseil constitutionnel, qui n'est pas exactement équivalent, mais enfin qui s'en rapprocherait le plus. Mais aucun juge, même s'ils sont un petit peu plus connus, aucun juge n'est aussi connu et aussi iconique, on va dire, et populaire que Ruth Bader Ginsburg. Et donc ce dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est comment elle en est arrivée à cette popularité, qui elle était, et pourquoi une telle émotion en Amérique après sa mort. Voilà. Ruth Bader Ginsburg est arrivée à la Cour suprême en 1993 sous Bill Clinton. C'est donc Bill Clinton qui l'a nommée, puis elle a été confirmée par le Sénat, hein, c'est le processus habituel. Elle était la seconde femme à rejoindre la Cour suprême, qui est une cour qui se compose de 9 magistrats, nommés normalement à vie. Alors ils peuvent prendre leur retraite, certains l'ont fait, mais sinon ils ont un mandat jusqu'à ce que mort s'en suive, on va dire, et Ruth Bader Ginsburg est restée sur son siège, comme on dit, à la Cour suprême, jusqu'à sa mort hier. Elle est la seconde femme à rejoindre la Cour suprême, donc c'est en fait les républicains qui ont nommé la première, c'était Sandra Day O'Connor, nommée par Reagan, un peu plus conservatrice de tempérament, on va dire, que Ruth Bader Ginsburg, même si elle aussi à sa manière a bien sûr avancé la cause des femmes. En fait, les démocrates se sont fait un peu coiffer au poteau sur ce moment historique qui est de nommer une femme à la Cour suprême, tout simplement parce que pendant presque 3 décennies, ils n'ont nommé personne à la Cour suprême, entre Lyndon Johnson dans les années 60 et Bill Clinton dans les années 90, puisque le seul président démocrate à ce moment-là, ça a été Carter, pendant cette période, et Carter n'a pas eu l'occasion pendant son mandat de nommer un juge à la Cour suprême. Voilà, donc quand elle arrive, elle a déjà 60 ans, c'est un petit bout de femme qui fait 1m50, 45 kg tout mouillé, une toute petite voix, quelqu'un de plutôt conciliant finalement, et on s'est un peu demandé ce qu'elle venait faire là. Même parmi la gauche américaine, même parmi les féministes, on aurait voulu de quelqu'un qui rue un peu plus dans les brancards peut-être, et en fait je crois qu'elle a toujours été sous-estimée, Ruth Bader Ginsburg, et elle en a joué énormément. C'est quelqu'un qui dans sa carrière en fait a su trouver les fissures où elles existaient et pénétrer dans ces fissures pour faire éclater la roche. Une anecdote que je trouve assez marrante, quand dans les années 50 elle est étudiante en droit à Harvard, à la faculté de droit d'Harvard, le doyen de la faculté lui demande mais mademoiselle, pourquoi êtes-vous venue ici et pourquoi avez-vous piqué sa place à un homme qui mériterait d'étudier le droit à Harvard? Et toute innocente, elle dit mais monsieur, c'est pour mieux comprendre mon époux qui est lui-même étudiant en droit et avoir plus d'empathie envers sa situation. Voilà, donc je suis sûre qu'elle n'en pensait pas moins, mais elle savait jusqu'où pousser et elle a toujours gardé énormément d'humour. Ruth Bader Ginsburg était aussi une bête de travail. Elle a fait ses études de droit, d'abord à Harvard, puis elle a transféré à Columbia. Elle a fini majeure de promo, alors qu'elle était maman d'une très petite fille pendant ses études, et que son mari lui-même étudiant a été diagnostiqué d'un cancer pendant sa 3e année. Et donc elle a passé toutes ses études à s'occuper de sa fille après les cours, à être infirmière pour son mari qui bataillait un cancer, et à dormir 2 heures par nuit. Mais elle est arrivée au bout, et elle a bataillé pour faire carrière dans un monde du droit qui était encore quand même très misogyne. Elle n'a pas obtenu tout de suite d'emploi dans les grands cabinets d'avocats, mais elle en a tiré une vraie détermination qui vient même de plus loin. Sa mère était aussi un personnage assez intéressant, elle-même très intelligente, lectrice assidue qui emmenait beaucoup sa fille à la bibliothèque.
mais qui elle-même n'avait pas pu étudier parce que dans sa famille, on gardait l'argent pour les études des garçons. Et elle est décédée d'un cancer, elle aussi, décidément, la veille du jour où Ruth Bader Ginsburg obtenait son diplôme de lycée, sa graduation, l'équivalent du baccalauréat en France. Et en fait, elle avait mis de côté secrètement de l'argent pour que sa fille puisse étudier. Voilà, donc il y a une longue lignée de nanas qui en veulent chez les Bader. Donc avant d'être à la Cour suprême en tant que juge, Ruth Bader Ginsburg y est en tant qu'avocate. Dans les années 70, elle apparaîtra devant la Cour suprême 6 fois comme avocate. Elle gagnera 5 fois. À chaque fois sur des sujets et des cas qui cherchaient à faire avancer la cause des femmes. Mais elle a toujours défendu un féminisme très inclusif et elle a toujours une démarche très stratégique. Par exemple, le deuxième cas qu'elle a défendu devant la Cour suprême, c'était le cas d'un homme, un veuf, jeune père, à qui on refusait des allocations, forme de pension de réversion si vous voulez, en tant que père veuf, puisqu'elles étaient réservées aux femmes veuves, et qu'on partait du principe que ce qu'une femme aurait pu ramener à la maison, finalement, c'était pas grand-chose. Donc, il n'y avait pas de raison de donner une pension de réversion à un parent isolé qui serait un homme. Elle a défendu cet homme qui voulait avoir le droit à une allocation pour pouvoir rester à la maison, élever son fils. Et elle a gagné. Et elle a donc défendu ce féminisme très inclusif, cette idée que, finalement, le féminisme consistait à libérer tout le monde des limitations imposées sur eux par la société en fonction de leur sexe et de leur genre. Et elle a bien compris que, surtout face à une Cour suprême remplie d'hommes, ce dossier-là leur parlerait plus en défendant des femmes, même si elle a aussi défendu des dossiers avec des femmes. C'était vraiment un cas particulièrement iconique, emblématique de son combat. Remarquons aussi que Ruth Bader Ginsburg avait un très beau mariage. Elle a parlé souvent avec vraiment beaucoup d'admiration et d'amour et de complicité de son mari Martin Ginsburg, qui est mort en 2010. Lui-même a été vraiment le champion, le défenseur et le promoteur de sa femme et de la carrière de sa femme. Il a notamment fait énormément de lobbying à Washington pour que sa femme soit nommée à la Cour suprême. Elle en avait évidemment toutes les compétences et elle l'a prouvé, mais ce sont quand même des nominations hautement politiques et compliquées, surtout pour une femme juive en plus, ce qui a compté aussi malheureusement dans ces considérations-là. Donc Martin Ginsburg, quelqu'un de vraiment très important dans la vie de sa femme également. À noter aussi sur Ruth Bader Ginsburg une vraie collégialité. Elle avait une amitié légendaire avec Antonin Scalia, ancien membre de la Cour suprême décédé il y a quelques années, un des membres les plus conservateurs de la Cour suprême. Donc ils n'avaient absolument rien en commun politiquement, mais ils avaient une grande amitié. Et c'est quelqu'un qui croyait vraiment en cette collégialité. Et je crois que ça compte aussi dans l'émotion que suscite sa disparition, parce que cette collégialité a été perdue énormément dans la politique américaine ces dernières années. Il y a une vraie division, une vraie tension entre les républicains et les démocrates, les conservateurs et les progressistes. On ne se parle presque plus, on ne se fait pas confiance. Et donc cette amitié-là, elle a été vraiment mise en avant comme peut-être qu'il y avait encore un peu d'espoir pour la nation américaine à rester unie malgré des différences politiques profondes. Je précise quand même qu'elle ne se confondait pas avec le papier peint. Petite, discrète par la stature,
fine tacticienne et collégiale, tout ça est vrai, mais elle a aussi écrit notamment des opinions contraires, avec la plume trempée dans l'acide. Par exemple, au moment de la bataille de l'élection de l'an 2000 entre Bush et Gore, dont les résultats ont été contestés et ça a fini devant la Cour suprême. Aussi, au moment d'une décision sur l'égalité salariale, où elle a carrément écrit que ses confrères d'une cour qui à ce moment-là était exclusivement masculine parce que Sandra Day O'Connor avait pris sa retraite, ne pouvait pas comprendre ou ne prêtait pas suffisamment attention à la question de l'égalité salariale puisque ça ne faisait pas partie de leur vécu, qui n'avait pas cette empathie. On ne l'a pas écrit comme ça, mais enfin, c'était assez clair dans ce qu'elle a écrit. D'ailleurs, elle parle de cette poignée d'années entre 2006 et 2010, je crois, où elle a été la seule femme à la Cour suprême, comme d'années vraiment, vraiment difficiles, comme beaucoup de femmes en ont fait l'expérience. C'est très compliqué d'être la seule femme dans une équipe masculine. Dès qu'on est deux, ça change tout, et quand on est plus, ça aide encore plus. On lui a demandé un jour quand y aura-t-il assez de femmes à la Cour suprême. Sa réponse était quand il y en aura 9. Voilà, si on n'est pas surpris de voir des institutions uniquement masculines, eh bien, on arrivera réellement à l'égalité quand on ne sera pas surpris non plus de voir des institutions 100% féminines. Et d'ailleurs, elle est restée amie avec Sandra Day O'Connor, donc l'autre juge qui est parti à la retraite, sans doute un peu trop tôt. Il semblerait qu'on l'ait largement incitée à prendre sa retraite. Et elle a été remplacée par un homme. Donc Ruth Bader Ginsburg s'est retrouvée seule femme. Et Ruth Bader Ginsburg aussi, on lui a demandé de prendre sa retraite gentiment. Et ça venait de la gauche pour le coup. C'était avant son explosion de popularité. Au moment où donc c'est Obama qui était président. Et on lui disait, mais vous êtes vieillissante, partez maintenant pour qu'Obama ait l'occasion de nommer un autre juge, plutôt que de laisser la main au prochain président. Et elle répondait à l'époque, d'abord, aucune garantie que le Sénat laisse passer une nomination d'un démocrate. Et elle a eu raison, puisqu'on l'a vu avec la nomination en 2016, ou la tentative de nomination de Merrick Garland en 2016, on en parlera tout à l'heure. Et puis il y avait aussi un côté rebelle, réfractaire, de dire vous n'allez pas me mettre au placard, je partirai quand je le voudrais ou quand je me sentirai plus capable d'exercer mes fonctions. Mais il y en a ras-le-bol de cette société qui demande aux personnes âgées et surtout aux femmes âgées de laisser leur place. Donc voilà. À bon entendeur, elle a été très claire là-dessus. Voilà, donc c'est comme ça que Ruth Bader Ginsburg est vraiment rentrée dans le cœur des Américains, sans en avoir l'air. Donc petit bout de femme qui paye pas de mine, on va dire, qui n'impressionne pas à première vue, mais qui a une vraie force de travail, une vivacité intellectuelle réelle. Un vrai sens de l'humour et des valeurs personnelles qui font que c'est quelqu'un qu'on a du mal à ne pas aimer, à ne pas apprécier, même si politiquement on n'est pas forcément d'accord. Et en fait, en ça, elle rejoint quelques autres personnages de la vie politique américaine, forcément plus âgés parce que ça vient avec beaucoup d'années sur la scène publique et puis avec cette sagesse de l'âge qui fait qu'on serait un peu mal placé de venir leur chercher des noises. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelques semaines seulement, même si ça paraît une autre année, c'est John Lewis qui est décédé, ce représentant de l'État de Georgia, noir américain, grande figure du mouvement pour les droits civiques aux États-Unis.
Et quand il est décédé, je me souviens, en fait, j'avais commencé à scripter un pilote pour ce podcast, donc, qui finalement n'a pas vu le jour. Et je m'étais dit, en fait, avec la mort de John Lewis, les Américains, ils ont perdu un grand-père. C'est vraiment cette figure tutélaire pour les Américains et respectée. Et je m'étais dit, s'il y a une grand-mère, ça ne peut être que Ruth Bader Ginsburg. Et donc voilà, en fait, cette année, les Américains ont perdu leur grand-père et leur grand-mère. Ces figures vraiment tutélaires, profondément aimées. Alors, dans le cas de John Lewis et Ruth Bader Ginsburg, plutôt par la gauche, mais il y en avait aussi à droite, même si moins, parce que la droite est quand même très à droite maintenant. Mais quelqu'un comme John McCain avait ce côté respecté par tous, même quand on n'était pas d'accord avec lui politiquement. Et donc pour la gauche américaine, cette année, il y a eu la perte de John Lewis, il y a eu la perte de Ruth Bader Ginsburg, il y a eu la perte aussi, beaucoup plus jeune, de Chadwick Boseman, l'acteur qui a joué Black Panther, qui était vraiment quelqu'un avec une stature, une carrure. Il avait beau avoir que la quarantaine, c'était vraiment une figure très importante. Ce rôle de Black Panther a été tellement essentiel pour la communauté noire américaine et même au-delà. Moi, c'est une mort qui m'a beaucoup touchée. Donc voilà, donc ça fait une année 2020 déjà compliquée pour toutes les raisons que vous connaissez et une troisième perte très dure pour la gauche américaine. Et cette perte, maintenant, elle devient une bataille politique. Ça a déjà commencé, on n'attend même pas les funérailles. Puisque pour remplacer Ruth Bader Ginsburg, il faut nommer un nouveau juge, ou une nouvelle juge. Et comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est le privilège du président que de nommer ce candidat qui ensuite est confirmé par le Sénat. Alors le président, évidemment, c'est Donald Trump. Le Sénat, il est à majorité républicaine. Donc les républicains ont l'opportunité de nommer un juge conservateur à la Cour suprême, qui aura une influence potentiellement pour 2 décennies, voire plus. Et déjà récemment, les républicains ont nommé Brett Kavanaugh, et ça a été vraiment un déchirement dans la société américaine que la nomination de ce juge qui avait une grosse casserole, une accusation de viol, qui n'a pas pu être prouvée puisque ça remonte à ses années étudiantes, mais la victime présumée a fait le geste de venir témoigner devant le Sénat. Ça a été très violent et réellement un déchirement dans la société américaine, et donc finalement Brett Kavanaugh est passé, puisque de toute façon avec un Sénat majoritairement républicain et acquis à sa cause, c'était presque joué d'avance. Donc là, l'opportunité à nouveau pour les républicains de faire la même chose. On parlait tout à l'heure d'Antonin Scalia. Donc quand il est mort en février 2016, et donc son siège à la Cour suprême est devenu vacant, les républicains ont fait blocage pour empêcher Barack Obama, qui était président à l'époque, de nommer un nouveau juge dans la dernière année de son mandat, arguant du principe que, puisque les Américains allaient bientôt s'exprimer pour savoir s'ils voulaient continuer avec les démocrates ou passer aux républicains, il serait injuste de donner aux démocrates l'occasion de mettre un juge à la Cour suprême pour potentiellement les 20 prochaines années, quelques mois seulement avant que les Américains ne s'expriment sur leur choix. Argument spécieux, étant donné que ça n'avait jamais été fait comme ça, et puis qu'il restait quand même, donc c'était en février, donc il restait encore 9 mois avant l'élection, et presque une année entière, 11 mois du mandat de Barack Obama. Mais comme les républicains avaient la majorité au Sénat, et sous la direction du leader de cette majorité, Mitch McConnell,
ils pouvaient faire blocage, ils ont fait blocage violemment. Et Mitch McConnell, c'est quelqu'un, faudra faire un podcast sur lui aussi un jour. C'est un politique très très tacticien qui fait tout pour faire avancer son parti, qui est assez impitoyable dans ses méthodes politiques. Donc un dirait qu'il ne s'embarrasse pas des principes, mais qui est sacrément efficace. Et il a déjà dit que les arguments qu'il avait tenus en 2016 n'avaient plus cours, et que évidemment que Donald Trump allait pouvoir nommer un juge, et le Sénat le confirmait, alors que pour le coup là on est vraiment seulement à quelques semaines de l'élection, à moins de 2 mois de l'élection, et avec même pas 4 mois dans le mandat de Trump. Donc pratiquement, les démocrates ne sont pas en situation de pouvoir s'y opposer réellement, puisqu'ils n'ont pas la majorité au Sénat ni la présidence, même si ça va faire du bruit sans doute, ça risque de ne pas suffire. Et c'est vrai que du coup, la mort de Ruth Bader Ginsburg est un coup encore plus pénible pour la gauche américaine, qui voit venir l'élection, qui a peur, soyons honnêtes, qui a peur d'une réélection de Donald Trump, même si Joe Biden est en tête dans les sondages. Il y a une réelle peur que les sondages ne soient pas fiables, parce qu'en 2016, personne n'avait vu venir l'élection de Donald Trump, et donc on n'a plus trop confiance en les sondages. Peur de problèmes quant à la tenue des élections étant donné l'épidémie. Peur que Donald Trump refuse le résultat, même si il aurait bien du mal quand même à se maintenir. Il reste quand même des institutions démocratiques qui tiennent la route aux États-Unis. Mais voilà, pour la gauche américaine, il voit venir une Cour suprême résolument conservatrice pour des décennies à venir, parce qu'il y a des juges, notamment Brett Kavanaugh, relativement jeunes, et la Cour suprême a un poids énorme, établit une jurisprudence qui a un poids énorme dans la loi américaine, beaucoup plus que ce qu'on peut imaginer dans une constitution comme la Constitution française, et notamment sur des sujets de société assez vitaux comme l'accès à l'avortement, le mariage gay le mariage pour tous avait été une décision de la Cour suprême. Voilà. Donc c'est une bataille de plus dans le paysage politique américain qui est déjà très divisé. Et Donald Trump ne sera sans doute pas du genre à choisir un candidat consensuel. Voilà, donc voilà où on en est aux États-Unis avec ce décès. C'est d'autant plus poignant et tristement ironique que Ruth Bader Ginsburg s'accrochait depuis longtemps. Elle a eu des soucis de santé ces dernières années, même si sa mort a été une surprise pour beaucoup. Et à chaque fois que dans l'actu, on voyait une annonce sur un problème de santé de Ruth Bader Ginsburg, tous les Américains sur les réseaux sociaux tout de suite étaient « Ah, surtout pas maintenant, tiens bon Ruth, il faut tenir le coup jusqu'à novembre 2020 ou jusqu'à janvier 2021 ». Et elle-même, qui forcément ne s'exprimait pas beaucoup sur la politique, de par la réserve que lui imposait sa fonction, elle a quand même laissé un message, une phrase, à sa fille, à transmettre au peuple américain. Elle a dit « Mon souhait le plus cher, le plus fervent, est que je ne sois pas remplacée avant que soit installé un nouveau président. » Voilà, donc elle était très claire. Évidemment, c'est pas elle qui choisit, et ça risque de ne pas être possible. Mais c'est vraiment d'autant plus émouvant que cette femme qui s'est vraiment accrochée, finalement n'a pas pu tenir jusqu'à janvier. Voilà pour aujourd'hui, c'était Borderline AVF. J'espère que vous avez apprécié, que vous en avez appris un petit peu sur Ruth Bader Ginsburg, qui était vraiment une icône féministe étonnante que j'ai pris plaisir à vous faire découvrir. Borderline et SAVF sont des productions One Lane Bridge. Vous retrouverez les podcasts et tout le reste sur borderlinepod.com. À bientôt!